Madame la ministre, Monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales ne représentent qu'une petite partie des transferts financiers de l'État aux collectivités. Ils s'élèvent à 3,9 milliards d'euros en crédits de paiement dans le projet de loi de finances pour 2026, quand les transferts de l'État sont estimés à près de 108 milliards d'euros et même 155 milliards d'euros au sens large si l'on inclut les fractions compensatrices de TVA. S'agissant tout d'abord des crédits de la mission RCT, après plusieurs années de stabilité, les autorisations d'engagement connaissent une baisse de 152 millions d'euros en 2026, qui peut être intégralement imputée au programme 119, qui représente plus de 90% des crédits de la mission et qui porte les dotations de soutien à l'investissement local, ainsi que les dotations de décentralisation. La baisse est bien moindre, toutefois, s'agissant des crédits de paiement, avec une diminution qui se limite à 31 millions d'euros en 2026. Comment expliquer ces évolutions ? S'agissant du programme 119, la mesure principale est la création à l'article 74 du présent PLF d'un fonds d'investissement pour les territoires, ou FIT. Ce fonds est issu de la fusion de 3 dotations d'investissement portées par le programme 119, la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, la dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements, la DSIL, et la dotation politique de la ville, la DPV. Cette fusion avait été annoncée par le reclore de la simplification menée par le gouvernement en avril 2025 et visait à assurer une plus grande lisibilité des critères d'attribution. Nous sommes assez loin du compte. En 25 alinéas et sur 2 pages, le gouvernement nous propose une nouvelle architecture en revoyant les collectivités éligibles, les modalités de répartition et la gouvernance des dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales. Certes, le Sénat a mis en avant par le passé un besoin de simplification de ces dotations. Mais il s'agissait avant tout, à court terme, d'un indispensable travail administratif d'harmonisation des procédures et des calendriers. À l'inverse, sur le plan budgétaire, une dotation comme la DETR suscite l'unanimité et la valeur des financements qu'elle apporte aux zones rurales est reconnue de tous. Si ce dispositif devait évoluer, il nécessiterait des échanges prolongés avec le Sénat et les associations d'élus, des partages de simulations pour identifier et analyser les effets redistributifs, ce qui n'a pas été fait au cas présent. En toute logique, l'ensemble des associations d'élus demandent la suppression de ce dispositif, et c'est pourquoi la commission des finances a voté l'amendement 22 qui supprime l'article 74. Sur le plan budgétaire, les autorisations d'engagement consacrées aux 3 dotations qui composent le FIT sont en baisse de 200 millions d'euros, soit une baisse de 12%. Le gouvernement s'appuie toutefois sur le cycle électoral en notant que les investissements connaissent naturellement une baisse en année d'élections municipales. Les communes éligibles à la DETR et à la DPV seraient préservées et la baisse porterait sur la DSIL. Il convient par ailleurs de noter que, contrairement aux autorisations d'engagement, les crédits de paiement du programme 119 sont en hausse, avec notamment une augmentation de 59 millions pour les 3 dotations du FIT. Cette hausse vise à tenir compte des importants restes à payer pour ne pas assécher l'investissement des collectivités. Quant aux crédits du programme 122, qui concerne essentiellement les aides destinées à soutenir les collectivités faisant face à des situations exceptionnelles, ils sont grandement affectés par l'article 73 du projet de loi de finances pour 2026, qui étend le bénéfice de la DSEC aux collectivités d'outre-mer. Pour mémoire, la DSEC permet aujourd'hui d'indemniser les collectivités de métropole quand elles sont touchées par des événements climatiques ou géologiques. Les collectivités d'outre-mer pouvaient, quant à elles, s'appuyer sur le fonds de secours pour les outre-mer, qui couvre cependant un périmètre plus large, puisqu'il peut aussi indemniser des particuliers, des entreprises à caractère artisanal ou familial et des exploitations agricoles. Ce fonds présente toutefois plusieurs limites. Il est d'abord dépourvu de base légale, puisqu'il repose sur une circulaire du 11 juillet 2012 du ministre délégué chargé du budget et du ministre des Outre-mer. Par ailleurs, le Sénat a pointé par le passé des insuffisances s'agissant des modalités d'indemnisation et des délais de mobilisation. Sur le plan budgétaire, ce projet de loi de finances prévoit pour 2026 le transfert de 5 millions d'euros en autorisation d'engagement et de 2 millions d'euros en crédit de paiement depuis le programme 123, Conditions de vie en Outre-mer, de la mission Outre-mer, vers le programme 122.
Dans l'enveloppe de la DSEC proposée pour 2026 sur le programme 122, est fortement rehaussée, passant de 30 millions d'euros en 2025 à 70 millions d'euros cette année, afin de tenir compte de l'intensification de l'aléa climatique sur l'ensemble du territoire français. Si d'aventure les crédits de la DSEC devaient se révéler insuffisants en cas de catastrophe d'ampleur remarquable survenant en Outre-mer ou en métropole, je rappelle que les redéploiements en gestion, des dégels de réserve et en dernier recours des crédits de virement, de transfert ou des ouvertures de crédits permettant d'ajuster en cours d'année les montants de cette dotation. Autrement dit, le présent article ne change rien au fait que la France soutiendra financièrement ses collectivités en cas de catastrophe naturelle en métropole comme en Outre-mer. Nous vous proposons donc de voter l'article 73 sans modification. Quant au programme 122, dans son ensemble, malgré cette hausse substantielle des crédits de la DSEC, les autorisations d'engagement proposées pour 2026 sont stables, s'élevant à 250 millions d'euros, et les crédits de paiement sont en forte baisse, passant de 350 millions d'euros à 256 millions d'euros. Cette diminution reflète notamment le versement en 2025 d'une dotation de continuité territoriale exceptionnelle en faveur de la Corse. Le gouvernement a déposé un amendement pour renouveler cette dotation en 2026. Quelles conclusions tirer sur le niveau des crédits de la mission ? La Commission a voté les crédits de la mission, acceptant la baisse proposée comme un moindre mal, une mesure dont l'impact sera amorti par le cycle électoral. À titre personnel toutefois, comme pour l'ensemble de mon groupe, je ne peux que déplorer le sort général réservé aux collectivités territoriales par ce projet de loi de finances. J'en viens enfin au compte de concours financiers, avance aux collectivités territoriales et à leurs groupements, qui voient juste transiter le produit des impositions locales versées mensuellement. Et comme pour les crédits de la mission SRT, les crédits de ce compte de concours financiers ont été votés par la Commission et je me tiendrai à mon opposition. Il y a quelques semaines, le Premier ministre annonçait vouloir engager très prochainement un grand acte de décentralisation. Un acte fondateur d'une relation nouvelle entre l'État et les élus locaux, de clarification et de liberté. Ces mots ont, à juste titre, résonné dans nos territoires. L'expression a son poids. Pareil projet évoque nécessairement 1982, la rupture avec la tutelle préfectorale, le transfert des compétences réelles accompagné de moyens concrets, la promesse tenue d'une République décentralisée. Nous avons donc écouté avec attention. Et puis est venu le projet de loi de finances 2026. Il faut reconnaître au gouvernement un certain talent. Annoncer simultanément la liberté locale tout en la contraignant financièrement. Cela relève d'une virtuosité politique dont peuvent se prévaloir. Au-delà de la forme, nous devons le dire, le budget relève d'une arithmétique singulière. Les collectivités portent moins de 8% de la dette publique, elles assurent 58% de l'investissement public, mais elles devraient contribuer entre 15 et 25% de l'effort budgétaire national. On pourrait y voir une erreur de calcul. Non, il s'agit d'un choix politique. Un choix aussi discutable sur le plan de l'équité qu'il est contre-productif sur le plan économique. En bridant l'investissement local, on asphyxie l'un des seuls leviers de développement qui soutient tant bien que mal le dynamisme de nos territoires. Et manifestement, les amendements de nos différents rapporteurs attestent le manque de calibrage du texte initial. Je reconnais et salue la rigueur des travaux menés en amont du texte en séance. Commençons par ce qui ne change pas, car la dotation globale de fonctionnement est stable, nous dit-on. Hélas, l'inflation, elle, ne l'est pas. Anticipée à 1,1%, ce qui correspond à une baisse en volume de 300 millions d'euros. Une stabilité en trompe-l'œil, d'autant plus que dans de nombreuses petites villes, cette DGF est intégralement absorbée par le premier dispositif de lissage conjoncturel.
Soulignons l'adoption de l'amendement, notamment porté par le groupe socialiste et républicain, qui a permis la fraction de la TVA des régions. La remplacer par une dotation figée aurait encore aggravé leur situation, alors que les régions supportent déjà 21,2% de l'effort pour 12% seulement des produits. Sur la péréquation, la progression est bienvenue, mais dans une enveloppe fermée. Les associations d'élus nous alertent tous. Près de la moitié des communes verront leur dotation diminuer. Alors même que les marges locales s'amenuisent, le gouvernement a choisi de remodeler les outils d'investissement en fusionnant la DETR, la DSIL et la DPV. Une fois n'est pas coutume, sous couvert de simplification, effectivement demandée par nombre d'élus, on dilue l'enveloppe de 200 millions d'euros. Et surtout, cette enveloppe fait disparaître une garantie essentielle. La DETR constituait une enveloppe sanctuarisée pour les communes rurales, un socle connu, anticipable, inscrit dans une stratégie pluriannuelle. Ce fameux FIT efface et repère et ouvre la porte pour une redistribution plus volatile, plus discrétionnaire. Au moment même où l'on parle de décentralisation, on renforce de façon considérable le pouvoir des préfets sur l'investissement local, tout en sacrifiant la différenciation territoriale. Là encore, nous saluons la sagesse des rapporteurs qui ont proposé la suppression de ce dispositif. Les départements, quant à eux, atteignent un point de rupture et subissent un effet de ciseaux redoutable. Alors que les droits de mutation s'effondrent avec le marché immobilier, les allocations individuelles de solidarité représentent désormais un tiers de leurs dépenses, mais ne sont compensées qu'à hauteur de 43,5% par l'État. 60 départements en situation critique en 2026 contre 14 en 2024. Il ne s'agit pas simplement d'une crise conjoncturelle. Même des départements jusqu'ici préservés basculent. C'est le cas de mon département en Indre-et-Loire qui présentera cette année une épargne négative. Face à cette situation, le texte initial proposait un fonds de sauvegarde aux critères d'éligibilité si restrictifs que seule la moitié des départements en difficulté y auraient eu accès. Certes, le fonds a été doublé, mais il ne suffira pas de compenser les équilibres structurels du financement des compétences sociales. On ne peut pas continuer et faire reposer des dépenses rigides et dynamiques sur des recettes cycliques et instables. La Cour des comptes partage cette analyse. La logique de la recentralisation est par ailleurs plus que jamais déployée via le DILICO 2, même corrigé. Il faut rappeler la genèse de ce dispositif de lissage. Initiative sénatoriale conçue comme ultime paravent face à l'ampleur de l'effort exigé par le gouvernement de Michel Barnier. Ce qui devait être exceptionnel et ponctuel en 2025 devient permanent et confiscatoire. Ces commissions ont apporté des correctifs importants. La conditionnalité aux performances moyennes d'une strate constituait en effet une régression politique. Une collectivité bien gérée aurait pu être sanctionnée du fait des comportements d'autres collectivités. C'est précisément le contraire de la libre administration. On ne peut que regretter que les régions et les intercommunalités, acteurs majeurs du maintien de l'industrie et de la réindustrialisation, soient parmi les plus sollicités. Notre Assemblée doit une nouvelle fois rectifier une mesure inadaptée aux réalités territoriales. Mais ces ajustements, aussi nécessaires soient-ils, ne corrigent pas le vice initial. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, mes chers collègues. Le DILICO 2 ressuscite les contrats de Cahors voulus par le gouvernement de l'époque d'Édouard Philippe. Cette seconde version aggrave la logique de Cahors sur tous les plans. Davantage de collectivités touchées, sanctions collectives non individuelles, dépenses globales visées. Cahors était chassé par la porte, DILICO le fait revenir par la fenêtre. Ainsi se dessine un tableau d'ensemble.
un budget qui réduit les marges d'autonomie et qui, paradoxalement, créera plus de dette locale que de redressement national. En comprimant les dotations, en retardant les FCFTA, en alourdissant encore la CNRACL, en divisant à nouveau le fonds vert, on contraint artificiellement les collectivités à l'emprunt pour financer les investissements essentiels. On affaiblit les territoires déjà fragiles. Malgré les corrections de la Commission des finances, la nature profonde de ce projet reste inchangée. Un budget qui en demande trop aux collectivités locales et qui transforme le partenariat en subordination. Pour toutes ces raisons, et conformément à la position de notre groupe, à ce stade, nous ne voterons pas les crédits de cette mission. Et je tiens à le dire, non par opposition systématique, mais par responsabilité envers les territoires, envers les millions de concitoyens qui comptent sur leurs élus locaux pour maintenir les services publics, pour investir dans la transformation écologique et surtout par fidélisation à un principe. On ne redresse pas un pays en affaiblissant ceux qui le tiennent debout.